Le 2 juin 1953, il fait froid et il pleut sur Londres. Mais qu'importe. Élisabeth fait son entrée à 11h15 dans l'abbaye. La cérémonie va durer 4 heures, alors que l'archevêque de Canterbury lui remet les 2 sceptres figurant le pouvoir, la justice, l'équité et la clémence. Enfin, le prélat pose la couronne de Saint-Édouard sur la tête de la jeune femme alors que retentit un triple « God Save the Queen ». Philippe s'avance vers elle et s'agenouille en signe d'allégeance. Il prend sa main et lui dit « Je suis votre homme lige » avant de l'embrasser sur la joue gauche. La reine Élisabeth II quitte enfin l'abbaye, tenant dans sa main droite le sceptre et l'orbe dans la gauche. Elle regagne Buckingham Palace en compagnie de son mari sous les ovations, souriante malgré l'inconfort de l'énorme et lourd carrosse très mal suspendu, avant la traditionnelle apparition au balcon. La cérémonie a été parfaite, suivie par 300 millions de téléspectateurs. Le couronnement est devenu un spectacle. Élisabeth II est la reine de l'image. Le 26 juillet 1956, au Caire, le président Nasser, au pouvoir depuis 4 ans, décide de nationaliser le canal de Suez. Les biens de la Compagnie du Canal sont mis sous séquestre. Une provocation pour le Royaume-Uni et la France qui se partagent les actions de la dite compagnie. Le Premier ministre britannique, Anthony Eden, qui a succédé à Churchill, demande à la reine de parapher l'ordre d'envoi de troupes britanniques en Égypte pour sauvegarder les intérêts de Londres. La souveraine est le commandant en chef de toutes ses armées, mais c'est la première fois de son règne qu'elle autorise une opération militaire importante. Le 7 novembre, l'intervention est stoppée par l'ONU et se transforme en défaite. Les troupes franco-britanniques vont devoir piteusement évacuer la zone. C'est une épreuve pour Élisabeth II car son gouvernement a échoué en son nom. Elle réalise que le cabinet lui a caché la réalité de la situation. Le résultat est que Washington a pris ses distances et que Nasser devient, grâce à ce fiasco, le leader du monde arabe. C'est à cette époque que la reine et Philippe font presque du Britannia leur résidence secondaire. Ils sillonnent les mers et les océans du monde lors d'une série de voyages officiels à travers les États du Commonwealth. En janvier 1961, le couple arrive en Inde. Élisabeth est le 2e souverain britannique à se rendre dans ce pays après son grand-père George V en 1911. De Bombay à Delhi, puis à travers le Rajasthan, c'est une succession de fêtes somptueuses, de promenades à dos d'éléphants, de chasse aux tigres. L'Inde des Maharajas fait un triomphe à la reine. En novembre, ce sera l'Afrique. Élisabeth II se rend au Ghana. Ce voyage est un succès. Le président Nkrumah est sous son charme. Ils vont danser ensemble lors d'une réception. La photo fait le tour du monde. Macmillan reconnaît que la reine a bien fait de vouloir à tout prix maintenir les liens de l'État membre. En janvier 1963, Élisabeth est en Australie et en Nouvelle-Zélande avec Philippe lorsqu'elle apprend que le général de Gaulle a opposé son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. C'est une grande déception pour celle qui avait magnifiquement reçu le président français en 1960. Elle le tenait en grande estime. Les relations vont se refroidir entre la République et le Royaume-Uni. Depuis le 5 mai 1979 et le retour des conservateurs, le chef du gouvernement est, pour la première fois, une femme, Margaret Thatcher. Quel parcours pour cette fille d'épicier! Elle a fait ses études à Oxford et a été élue au Parlement à 32 ans. Elle est autoritaire, désagréable et intransigeante, donc très impopulaire. Mais elle s'est assignée comme mission de redresser le Royaume-Uni. Pour cela, la reine l'admire, mais ses méthodes brutales et spectaculaires vont rapidement lui déplaire. Elle commet une première faute en tentant d'empêcher Élisabeth II de participer au sommet du Commonwealth à Lusaka, en Zambie, en août 1979. La reine se rend quand même dans cet État africain car elle est le chef du Commonwealth, une fonction qu'elle estime essentielle. La première ministre doit s'incliner. Chez le prince et la princesse de Galles, les scandales se succèdent aussi. Ce même été 1992,
Le Sun publie la transcription d'une conversation intime de Diana avec son amant John Gilbey, héritier d'une marque de gin. Il appelle Diana Squidgy, qui signifie « ma douce ». L'affaire est baptisée Squidgy Gate. Dans cet échange, le journal assure qu'il a censuré les passages sexuels, Diana déverse son ressentiment à l'encontre de Charles et a des paroles particulièrement grossières à l'égard de la famille royale. À la guerre des York succède celle des Galles. La difficile année 1992 n'est cependant pas encore finie. Dans la nuit du 19 au 20 novembre, un terrible incendie ravage le château de Windsor. Il est accidentel. 10 siècles d'histoire disparaissent dans le brasier. La chapelle privée, la salle à manger d'apparat et le salon cramoisi vont brûler. Le prince Andrew, présent dans la forteresse ce soir-là, va organiser avec efficacité le sauvetage des œuvres d'art. On prévient la reine. Elle est sur place aux premières heures du jour, chaussée de bottes, un foulard Hermès noué sous le menton. Élisabeth II fait face à un nouveau drame. Windsor et elle, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi l'histoire de l'Angleterre depuis près de 1000 ans. Pire encore, ce 20 novembre est son 45e anniversaire de mariage et Philippe est en Argentine. 4 jours plus tard, le 24 novembre, lors d'un banquet donné pour ses 40 années de souveraine au Guildhall de Londres, la reine prononce le discours le plus émouvant de son règne. Elle s'y montre presque fragile. Après avoir demandé indulgence, compréhension et gentillesse à l'assistance, elle déclare « Je ne conserverai pas de l'année 1992 le souvenir d'un bonheur sans mélange. Comme me l'écrivit avec sympathie l'un de mes aimables correspondants, ce fut vraiment une annus horribilis. » Lorsqu'elle prononce son discours sur l'annus horribilis le 24 novembre 1992, Élisabeth II ne sait pas que la fin de l'année s'annonce tout aussi horribilis. Le 26 novembre, John Major, qui a succédé à Margaret Thatcher, annonce à la Chambre des communes que désormais, la reine et le prince de Galles acceptent de payer des impôts. Des contribuables comme les autres. La reine Élisabeth ouvre Buckingham Palace au public l'été lorsqu'elle est à Balmoral. Une révolution. En compagnie du président François Mitterrand, elle inaugure le tunnel sous la Manche. Il a fallu 8 ans et les efforts de 12 000 ingénieurs, techniciens et ouvriers pour venir à bout de cet ouvrage pharaonique, 50 km de double voie ferroviaire sous la Manche. Désormais, la France et le Royaume-Uni sont reliés par le train Eurostar. La Grande-Bretagne n'est plus une île. Le 30 août au matin, Diana et Dodi débarquent à Paris, poursuivis par une meute de journalistes. Ils s'installent au Ritz, propriété de Mohamed Al-Fayed. On ne sait pour quelle raison, alors que la meute des photographes campe place Vendôme, un peu avant minuit, le couple quitte précipitamment l'hôtel par l'arrière dans une Mercedes conduite par M. Paul, fidèle employé du palace. Le garde du corps personnel de Diana prend place à côté du chauffeur. La suite n'est que trop connue. Poursuivie par les journalistes en moto, la berline s'engouffre à trop grande vitesse dans le tunnel du pont de l'Alma et en percute le 13e pilier. Dodi et M. Paul meurent sur le coup. Le garde du corps est blessé. Transportée en ambulance à la Salpêtrière, la princesse décède officiellement le 31 août à 3h30 du matin. Occupée par son rôle de grand-mère, la reine ne réagit pas officiellement au décès de son ex-belle-fille. Son silence, les Britanniques vont le prendre pour de l'indifférence. Elle l'ignore encore, mais cela va susciter un trouble gigantesque qu'il va bientôt lui falloir affronter. Par cette réaction, elle veut protéger ses 2 petits-fils. Elle ne veut pas qu'ils voient les horribles images de la tragédie du pont de l'Alma, ni celle de leur mère rayonnante et pleine de vie. Elle a raison. William et Harry sont déjà assez bouleversés pour ne pas ajouter de l'horreur au chagrin. Mais en prenant cette décision, Élisabeth II et Philippe vont se couper du monde et de l'émotion ressentie au niveau planétaire et plus encore par leur propre sujet. Bien sûr, eux aussi ont été touchés par la mort de Diana à seulement 36 ans. Le comportement de la famille royale, accusée de se confiner à Balmoral, déchaîne les foudres de la presse et d'une grande partie de la population.
Un grand quotidien titre « Où est notre reine ?» Il faudra toute l'énergie et l'obstination du Premier ministre Tony Blair et du prince Charles pour convaincre Élisabeth de rentrer d'urgence à Londres afin de manifester sa compassion, faire mettre les drapeaux en berne et prévoir des obsèques solennelles. Là-bas, une foule immense vient déposer des montagnes de fleurs sur les grilles de Buckingham Palace. Du jamais vu. Il y en a aussi devant les grilles de Balmoral. La reine consent enfin à ce que le drapeau au-dessus de Buckingham Palace, qui n'était pas hissé puisqu'elle était absente, soit enfin visible et mis en berne. Ce n'est que le 5 septembre, après 6 jours d'un silence devenu une faute politique, que le couple royal revient à Londres. Et il était temps. Le prince Charles a insisté auprès de sa mère pour qu'elle se livre à un deuxième exercice tout aussi périlleux, une déclaration télévisée depuis le palais en hommage à son ex-belle-fille. Vêtue de noir, lunettes sur le nez, ce qui est très rare, avec à l'arrière-plan la foule qui se presse encore devant les grilles du palais, Élisabeth II veut montrer qu'elle reconnaît son erreur. Ce faisant, elle tente de sauver l'image royale gravement atteinte par cet épisode. Le 20 novembre 1997, dans cette même abbaye de Westminster, la souveraine et le duc d'Édimbourg célèbrent leurs noces d'or, 50 ans de mariage. C'est un événement heureux pour tenter de faire oublier la gifle subie 2 mois et demi plus tôt au même endroit. Le moment le plus solennel est la messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul le 4 juin, avec un faste exceptionnel puisqu'on a ressorti le carrosse du couronnement. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. La presse ne s'y trompe pas. Très enthousiaste, les médias parlent d'un deuxième sacre. Pour son jubilé de diamant, 60 ans de règne, le 3 juin 2012, Élisabeth II a voulu un événement si exceptionnel qu'il dépasse toutes les célébrations précédentes. Le défilé fluvial est époustouflant. La flottille royale s'avance au milieu d'un alignement de voiliers et le Tower Bridge s'ouvre pour laisser passer l'extraordinaire convoi formant une sorte d'arc de triomphe. Les canons tonnent, le feu d'artifice est tiré depuis les tours du pont. Devant les docks, un bateau appelé Symphony accueille le London Philharmonic Orchestra pour enchaîner divers hymnes jusqu'à l'obligatoire God Save the Queen. Le 27 juillet 2012, pour l'inauguration des Jeux Olympiques, Élisabeth II accepte d'apparaître dans un film très court où elle interprète son propre rôle. À 86 ans, elle n'oublie jamais que l'humour est dans l'ADN des Windsor. L'année 2016 prend une dimension exceptionnelle au Royaume-Uni. On célèbre en même temps les 90 ans de la reine et les 95 ans du duc d'Édimbourg. Mais la belle fête va être un peu gâchée car le Premier ministre David Cameron, certain d'obtenir une réponse positive, organise 15 jours plus tard, le dimanche 25 juin 2016, un référendum pour savoir si le Royaume-Uni veut rester ou non au sein de l'Union européenne. Patatras. Le résultat est non à 51,9%. Le Brexit est en route. Personne ne doit savoir ce que pense la reine. Elle se contente d'un laconique « Je suis toujours là ». Confinée à Windsor par la crise sanitaire, elle fait le 8 mai 2020 une déclaration qu'elle seule, parmi tous les chefs d'État du monde, pouvait faire. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, elle a connu la souffrance du peuple britannique. Son expérience lui permet de dire que la population du Royaume-Uni triomphera aussi de la crise du Covid. Confiné avec la reine à Windsor lors de la crise du coronavirus en 2020, il est hospitalisé le 16 février 2021. Il s'est éteint après plusieurs semaines de soins à la veille de ses 100 ans. Courageuse, elle est la reine, incarnation de l'union nationale. La reine est morte. C'est vrai que c'est presque un choc pour nous aussi parce que ça fait plusieurs heures qu'on l'attendait. Là, il y a tout un protocole qui va se mettre en place. Racontez-nous déjà les drapeaux en berne. Ils vont être en berne à travers le pays toute une journée. Qu'est-ce qui va se passer là au Royaume-Uni ?
Eh bien, il va falloir que... on parle, n'est-ce pas, des deux corps des rois, le corps matériel, le corps symbolique. Donc, le corps de la reine est mort en Écosse, mais il faut que ce corps soit transporté en train jusqu'à Londres, avec des arrêts nombreux sur le chemin. Ensuite, il y aura une période où le corps sera exposé et les personnes pourront défiler devant. Et ça va durer combien de temps? Ça va durer, je pense, 9 jours. Philippe. Oui, c'est un protocole qui est un protocole très strict. On apprend que son fils Charles, ça y est, devient donc il prend sa succession et il devient donc roi d'Angleterre. La succession est automatique. Dès que la reine décède, c'est son fils Charles qui devient automatiquement le roi. C'est pourquoi on dit la reine est morte, longue vie au roi, parce que la succession est immédiate. Il n'y a pas de break entre un monarque et son successeur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que là, tout un protocole qui va rentrer en jeu à partir de tout de suite. Il va y avoir une période où on va baisser tous les drapeaux sur les monuments britanniques. Ça a déjà commencé. Voilà, il faut informer tous les chefs de gouvernement, le Premier ministre, les chefs d'État du monde, les chefs d'État du Commonwealth. Tout le monde doit être informé. Là, on voit le gouverneur général du Canada qui déjà présente ses condoléances. Voilà, qui doivent être informés pour qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires, soit pour venir à Londres, pour informer les gens qui sont des plus proches. Après cela, normalement, le prince Charles doit prendre la parole assez rapidement, après le décès de sa mère. Et à partir de demain, va commencer 10 jours de préparation pour cet enterrement, à savoir que la reine étant décédée à Balmoral, son cercueil sera transporté à Londres par le train, où elle sera mise dans le palais de Westminster, c'est le siège du gouvernement britannique, où il y aura une période de deuil où le public va pouvoir passer devant le cercueil. Une période de deuil de 10 jours, c'est ça, Philippe? Pour montrer leur respect et leur remerciement à la reine. Ensuite, pour le dernier jour, le cercueil sera transporté au palais à l'abbaye de Westminster, qui est juste à côté du palais de Westminster, pour la cérémonie des obsèques. Et ensuite, elle sera enterrée à côté de son mari au château de Windsor. Opération Licorne, c'est le nom du dispositif secret qui vient de s'activer. La reine Elisabeth II a rendu son dernier souffle à Balmoral en Écosse. Il implique d'abord la suspension du Parlement écossais. En attendant les funérailles nationales, la dépouille sera ensuite transportée à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg pour les premiers hommages à la monarque. Dans le train royal, le cercueil quittera ensuite l'Écosse pour l'Angleterre, les étapes du protocole London Bridge, minutieusement préparées depuis les années 60. Tous les drapeaux à travers le pays sont mis en berne. Au son des cloches de Big Ben, les deux chambres du Parlement se réunissent dans la foulée, avant une allocution du prince Charles à la télévision. Mais ce n'est que le lendemain, à 11h précises, que le fils succédera à la mère pour devenir le roi d'Angleterre, lors d'un conseil organisé au palais Saint-James. S'en suivront les commémorations en l'honneur de la défunte reine à travers le Royaume-Uni, où le futur roi rencontrera les dirigeants du Commonwealth, en Écosse, en Irlande du Nord et au pays de Galles. La reine est morte, vive le roi, mais le royaume entame un deuil national de 10 jours dès le décès d'Élisabeth II. Dans les jours qui suivent, comme le veut le protocole, le cercueil de la monarque est transporté du palais de Buckingham à celui de Westminster, au cours d'une procession militaire dans les rues de la capitale Londres. La dépouille de la reine est ensuite exposée 23 heures sur 24 pendant 3 journées. Élisabeth II reposera dans son cercueil avec l'orbe, le sceptre et la couronne impériale. Il lui avait été confié en 1953 lors de son couronnement. Le temps pour tout un peuple endeuillé de lui dire adieu avant l'enterrement qui aura lieu à l'abbaye de Westminster 9 jours après sa disparition. Le royaume observera 2 minutes de silence et dès la fin de la cérémonie, la dépouille sera transportée dans la même voiture utilisée lors de l'enterrement de son père, George VI, en 1952. Un dernier trajet jusqu'à sa sépulture au château de Windsor, où la reine reposera pour l'éternité aux côtés du prince Philippe. Le protocole London Bridge prendra alors fin, laissant place à Springtide, l'opération parallèle, qui prévoit l'accession au trône de son fils Charles.
Elle n'était pas destinée à être reine et pourtant Elisabeth Windsor, devenue Elisabeth II, aura eu le plus long règne de l'histoire. Née à Londres le 21 avril 1926, elle était la troisième dans l'ordre de succession après son oncle et son père. Une enfance qui semble plutôt gaie. À 13 ans, elle rencontre le prince Philippe de Grèce et c'est le coup de foudre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Elisabeth s'enrôle comme apprentie conductrice d'ambulance et comme mécanicienne. À 21 ans, elle se révèle lors de son discours à Cape Town, en Afrique du Sud, où elle dédie sa vie à la monarchie. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, Je déclare devant vous, dit-elle, que je me dévoue entièrement à vous et à notre grande famille impériale. of our great imperial family. 7 mois plus tard, elle épouse Philip Mountbatten, qui devra renoncer à ses titres royaux grecs et danois. Le mariage aura duré 74 ans et ne prendra fin qu'à la mort du prince en avril 2021. C'est en 1952, durant une visite officielle au Kenya, que la princesse apprend la mort de son père. Elle devient alors reine. My father died much too young, and so it was all a very sudden kind of taking on and making the best job you can. Le couronnement est célébré à l'abbaye de Westminster. Elisabeth n'a que 26 ans et devient Elisabeth II. En moins de 6 mois, la reine se rend dans les Caraïbes, au Moyen-Orient, en Afrique. Elle verra l'éclatement de l'Empire britannique, l'indépendance des anciennes colonies qui deviennent États membres du Commonwealth. She's regarded as keeping the Commonwealth together. Dickie Arbiter a été son secrétaire privé pendant 12 ans. We will remember her as somebody who has adapted or changed, whatever word you want to use, who has provided continuity, who has been there at the head of the United Kingdom, at the head of the Commonwealth, and provided that not only continuity but stability. À son jubilé, la reine réitère son serment. Although that vow was made in my salad days, when Même si ce serment a été prononcé il y a longtemps, dit-elle, je ne regrette I do rien. not regret nor retract one word of it. Un dévouement à la vie publique, certes, mais plutôt absente comme mère de famille, décriront plusieurs. The biggest thing is her children. Now, very difficult to be a head of state and expect to do what is required as a head of state and bring up children as well. Très difficile d'être chef d'État et mère de famille, souligne Dickie Arbiter. On lui reproche d'avoir été plus préoccupé par les affaires de l'État que de la famille. When it comes to the family, to the children, the Queen probably, yes, has failed. There are those who criticise and say, head of the family. She will say, I'm not head of the family, Duke of Edinburgh is head of the family. So that's the only criticism one can actually level at her. As a head of state, she's faultless. Ce sont surtout les affaires familiales qui font la une des journaux. Il y a eu le mariage très royal de son fils, le prince Charles, avec Lady Diana en 1981, un véritable conte de fées où tout semble leur réussir. Ils ont 2 fils, William et Harry, mais quelques années plus tard, le couple se sépare. En 1996, c'est le divorce. La princesse Anne, la seule fille de la reine, divorce également après avoir eu ses 2 enfants. Et le prince Andrew se sépare aussi de sa femme, Sarah Ferguson. La monarchie devient de plus en plus impopulaire. La reine décrit 1992 comme sa pire année. Ses 2 fils se séparent de leur femme et le château de Windsor est détruit par un incendie. 5 ans plus tard, en 1997, la mort tragique de la princesse Diana bouleverse tout le pays. La reine est absente, elle est dans sa résidence de Balmoral avec son mari et ses petits-fils. Le public ne comprend pas, la popularité de la monarchie est à son plus bas. La reine se rend alors à Londres et livre un discours en direct diffusé sur toutes les chaînes de télévision. I, for one, believe there are lessons to be drawn from her life and from the extraordinary and moving reaction to her death. There is a saying within royal circles, you do not wear private grief on a public sleeve. So showing in public emotion is something that she's not used to. Plus the fact she was brought up in a generation where you don't show emotion in public. Les années passent et la reine reconquiert le cœur des Anglais. Elle n'a plus à ses côtés sa mère, la reine-mère, et sa sœur, la princesse Margaret.
Le prince Charles se remarie avec son amour de jeunesse, Camilla Parker Bowles. La vie continue. Son jubilé de diamants est célébré sur la Tamise. Des millions de Britanniques lui rendent hommage pour souligner ses 60 ans de règne. I did work with her closely for 12 years, and you get to know a person pretty well. She's not an easy person to know, and she either takes to you or she doesn't. La dignité est avec elle naturelle. Et ça, c'est parfait pour exécuter les rôles qu'elle doit faire. Elle est très réservée dans les émotions, et ça, peut-être, est aussi un avantage. Tous s'entendent pour dire qu'elle aura assuré une continuité et une stabilité, malgré les coups durs. En 2019, son fils cadet, le prince Andrew, doit faire face à la justice car il est soupçonné d'agression sexuelle sur une mineure. En janvier 2020, son petit-fils Harry quitte la famille royale avec sa femme Meghan à cause de la pression médiatique et de l'ambiance anxiogène au palais. La reine suit la devise anglaise à la lettre « Keep calm and carry on ». Mais son coup le plus dur sera certainement la mort du prince Philippe le 9 avril 2021, 4 jours avant ses 95 ans. Elle perd son compagnon de toujours, son confident. Ce sera une des dernières photos officielles du couple. La reine continuera à régner et gardera cette place particulière dans le cœur des Britanniques, car ils n'auront connu qu'elle comme monarque. Ce sera un règne sur 2 siècles et une vie guidée par le devoir. Probablement. Et pour l'avoir vécu plusieurs fois, il y aura une émotion réelle dans tout le pays. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'aura rien raté de son existence, parce qu'il y a encore 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus, elle célébrait ce magnifique jubilé de diamants, où toute une population, on n'imagine pas des millions de Français comme ça réunis autour d'une personne ou d'une idée. Enfin, c'est extraordinaire. Donc vraiment, elle a réussi de bout en bout son existence et elle réussit sa sortie parfaitement. Enfin, c'est extraordinaire. Guylaine Ottenheimer. Je pense que ce que vous avez dit est primordial, c'est-à-dire que c'est une femme de pouvoir, puisque quand même, elle existe par son exemple, par sa façon d'être, elle transmet quand même un certain choses. D'influence dans sa façon de se comporter, de sa façon d'imposer un certain décorum, une certaine façon de se tenir. Elle maintient un certain nombre de traditions, donc quand même, mais c'est une femme qui n'avait pas d'ambition, qui n'était, et c'est ça, c'est cette forme de simplicité quand on la voit avec ses chiens. Je crois que c'est ça qui touche les gens, c'est que elle a fait ça parce que il y a cette institution et c'est quelque chose de totalement unique au monde, une royauté comme ça, aussi puissante, aussi assez prospère, florissante, c'était extraordinaire, avec des enfants, un peu des enfants, des successions, etc. Elle laisse quand même une trace et voilà, la royauté britannique rayonne encore, même sans Élisabeth. Alors, il est 19h37, si vous nous rejoignez en direct sur Europe 1, la reine Elisabeth II est donc morte, le drapeau a été mis en berne au-dessus du palais de Buckingham. Actuellement, le corps de la reine se trouve à Balmoral, en Écosse, et Charles est devenu automatiquement roi, et Camilla est devenue reine consort. C'est Elisabeth II qui l'avait souhaité, Esther Lenman. D'après ce qu'on sait, oui, elle l'avait souhaité. Il faut se rappeler qu'au cours des années, Camilla, elle fallait l'image de la femme avec qui Charles avait trompé la princesse Diana, s'est métamorphosée. Elle s'est fait accepter d'abord dans la famille où elle avait trouvé sa place assez vite, et petit à petit, je crois que l'opinion publique l'a accepté, oui. En fait, elle a confirmé simplement une évidence, c'est-à-dire que la femme du roi est reine consort. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'expérience. Jean-Sébastien Ferjou. Elle a confirmé. La reine a fait savoir au printemps dernier qu'effectivement, elle souhaitait, que c'était son souhait personnel que Camilla soit reine consort et pas uniquement duchesse de Cornouailles, comme ce qui avait été évoqué au moment
moment du mariage du prince. Grande marque de confiance. Peut-être qu'elles s'entendaient bien. C'est vrai que quand on voit Camilla aujourd'hui, c'est presque un clone de la reine. Enfin, il y a un côté, elle est habillée de la même manière, elle se comporte un peu pareil. Elle est vraiment, en plus, elle appartient à ce monde qui aime les chevaux, qui aime la campagne. Enfin, c'est le contraire de Meghan ou de Diana. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le moule de la famille royale. Elisabeth II ne s'est pas seulement coulée dans une institution qui était puissante. Elle a permis à cette institution de rester puissante. On oublie que beaucoup de monarchies se sont quand même effondrées pendant le cours de son règne à elle, ou ont été extrêmement contestées. Elle a permis justement, y compris à des moments où sa propre famille se livrait à des phrases. Souvenez-vous des années 90, le niveau de popularité de la monarchie n'était absolument pas celui qu'il est à l'heure actuelle. Donc elle a réussi ce projet qui est, à vrai dire, éminemment politique. Ça n'est pas seulement de préserver sa famille, c'est l'unité du Royaume-Uni aussi. Elle est la reine des 4 nations qui composent le Royaume-Uni, et c'est un pays, on voit bien que les Écossais par exemple voudraient leur indépendance. La reine a toujours été un centre de gravité, un centre de solidité, et elle incarnait surtout quelque chose en termes de valeurs. Elle incarnait cette personne qui s'est mise au service de quelque chose de plus grand qu'elle à une époque, et on le voit dans sa propre famille, avec Meghan par exemple. On voit des gens qui considèrent que la première des choses, c'est de gérer ses propres blessures, ses égos. C'était une femme... Elle a incarné l'inverse, elle a incarné le fait de se mettre au service, elle a incarné la transcendance, se mettre au service de quelque chose qui l'a dépassé elle, mais finalement c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous à la fois des individus et quelque chose qui nous dépasse, parce que nous appartenons à des groupes plus larges. Ce qui est extraordinaire chez elle, c'est que c'était une femme ordinaire. C'est-à-dire qu'on aurait pu, enfin c'est une sorte de Miss Marple, un peu qu'on aurait pu rencontrer dans n'importe quel village anglais en train de nourrir ses chats ou de faire du tricot. Je pense qu'elle n'était pas si sotte que ça. Pas sotte. Miss Marple n'est pas sotte du tout d'ailleurs. Mais non, c'était quelqu'un d'ordinaire, c'est-à-dire dans lequel on peut se projeter. En fait, les rois sont des miroirs, et on doit pouvoir se projeter dans les différents. Alors, c'est vrai que comme il y a des différentes générations, bien chaque génération peut se projeter dans un personnage. Mais elle a été tellement là pendant si longtemps que. Bien sûr, de nombreux chefs d'État l'envient. Emmanuel Macron, à l'instant, sur son compte Twitter, publie une photo de la reine d'Angleterre sans commentaire. Espérons qu'il y aura un petit commentaire par la suite. Esther Lenman, elle a su emmener la monarchie sur les chemins de la modernité, ou pas tant que ça, finalement? Elle a préservé la monarchie. C'est banal, mais 16 premiers ministres. Winston Churchill, quand elle monte sur le trône, on est au lendemain de la guerre. Liz Truss, il y a 2 jours, 16 premiers ministres. Je ne sais pas combien de présidents français, 10, 12. Tous. Tous ceux de la 5e. Tous ceux de la 5e, bien sûr. Il n'y a pas que ça. Et 2 premiers ministres, alors là, encore plus en France. Oui, ça, j'en parle même pas, effectivement. Non, mais est-ce qu'elle a su moderniser l'institution ou pas? C'est ça ma question. Pas tant que ça. Non, moi je pense pas je pense pas que l'institution soit modernisable. Enfin, vous pouvez pas moderniser une monarchie. C'est un anachronisme total. C'est un anachronisme total. Attendez, pas tous en même temps. Allez-y. Et c'est ce qui fait la force de cette institution, c'est qu'elle est inaltérable. Non. Elle a réussi à ce que les médias, finalement, il y a eu un moment où les médias étaient contre la monarchie au moment de Diana. Oui. Et finalement, dans les années 2000, la monarchie a su retrouver le contrôle finalement de sa propre image, et ça a été un travail très très moderne, très moderne. Moderniser malgré l'institution, pas tellement d'un point de vue politique, parce qu'il y a une constance de la constitution non écrite britannique. En revanche, dans la pratique, bien sûr, elle utilisait Zoom pendant le Covid, et puis surtout, elle a su s'adapter à l'évolution de la société. Quand elle est devenue reine, les divorcés n'étaient pas acceptés à la cour d'Angleterre, et puis elle a toujours beaucoup lutté, y compris pour la diversité du Royaume-Uni et la diversité des représentations dans les décorations qui étaient accordées par la monarchie. Vous parliez d'anoblissement parce que c'est une monarchie vivante, une aristocratie vivante. La reine y a toujours été très attachée. Elle avait des conflits avec Margaret Thatcher à propos de l'Afrique du Sud, parce que Margaret Thatcher ne voulait pas de sanctions contre l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. La reine Elisabeth considérait que c'était parfaitement insoutenable et que ce racisme était insoutenable. Donc elle a su évoluer, mais précisément son œuvre, c'est ça, c'est la permanence dans une société en changement continu, et finalement s'adapter sans que ça se voit, sans qu'il y ait de moments de rupture ou de moments où il est
évident que les choses sont en train de Esther Lenman, ancienne correspondante d'Europe 1 à Londres. Vous disiez que le drapeau est en berne au-dessus de Buckingham. Quand Diana est morte, Diana ne faisait plus partie de la famille royale. Donc du point de vue officiel, formel, il n'y avait pas à lui faire de funérailles nationales puisque c'était devenu une citoyenne comme les autres. Et donc il n'y a pas eu de mise en berne du drapeau. Et les gens qui s'émassaient sur le mall devant Buckingham râlaient, protestaient, comprenaient pas. Et le Sun est monté en croisade au créneau pour ça. Et effectivement, au bout de 3 jours, le drapeau a été mis en berne. C'est dans ce sens-là que oui, effectivement, la famille royale sait s'adapter. Et il y a à l'instant la réaction d'Emmanuel Macron. La reine Elisabeth II a incarné la continuité, l'unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir, dit le président Macron, d'une amie de la France, une reine de cœur, qui a marqué à jamais son pays et son siècle. Il prend la dimension historique du personnage, Esther Lenman. Qui d'autre a rencontré autant de dirigeants du monde entier pendant aussi longtemps? Donc pendant 70 ans, tous les mardis en fin d'après-midi, elle recevait son Premier ministre. Tous les soirs, elle avait les boîtes rouges, les red box, dans lesquelles il y avait toutes les dépêches diplomatiques. Elle n'avait pas de rôle politique direct, elle n'a jamais fait la moindre déclaration politique, mais elle était au courant de tout. Et elle a rencontré tout le monde. Principalement, quelqu'un parlait du Commonwealth tout à l'heure. Effectivement, principalement les dirigeants du Commonwealth, c'est là qu'elle avait le plus d'influence. Mais elle a rencontré tous nos présidents, tous nos premiers ministres, tous les dirigeants allemands, tous les dirigeants américains. Elle connaissait tout le monde. Et elle pouvait effectivement taper sur l'épaule en disant peut-être pas une bonne idée. D'accord. Oui, Philippe Delorme. Finalement, son rôle a été important parce que c'est une décolonisation réussie, si on peut dire. C'est-à-dire que les pays, alors que la France, ça s'est passé beaucoup moins bien, disons que les pays qui ont été les anciens pays colonisés par l'Angleterre se sont réunis quand même autour de quelque chose. Autour de quelqu'un. Oui, la séparation entre le Pakistan était un petit peu était très sanglante, très violente et plutôt ratée. C'est le Commonwealth. Sébastien Ferjou. Oui. Pour le coup, le Commonwealth décide de qui est son chef. Ça a déjà décidé. C'est Charles qui a été élu. Mais ça n'est pas héréditaire, c'est un choix. Et donc il faudra que ce choix soit confirmé, parce qu'il y a quand même eu des tournées royales cette année, un peu plus tôt dans l'année, avec le prince William notamment, qui se sont très mal passés en Jamaïque et en Caraïbes, avec des pays où les gens leur disant nous voulons désormais être indépendants. D'ailleurs, la Barbade est devenue indépendante. Elisabeth II n'était plus reine de la Barbade depuis cette année. Il y a 2 choses. Il y a les pays où la reine était souveraine, était reine. Et là, effectivement, un certain nombre de ces pays vont peut-être passer en République, mais ils resteront dans le Commonwealth. On est d'accord. Esther Lenman, pour parler de la famille royale, parce qu'elle nous fascine, on a suivi toutes les péripéties dans les journaux au cours de ces dernières années. On les a vus grandir, on les a vus se marier, on les a vus divorcer, être malheureux, être fort marié. Là, l'histoire de la mésentente entre Harry et William, est-ce qu'elle peut se solder? Est-ce que la mort de la reine peut les rapprocher ou pas du tout? Et Laurence, j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre, mais je n'ai pas acquis de boule de cristal, donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Vous ne lisez pas dans les sachets de thé? Je ne lis pas dans les sachets de thé, mais effectivement, je pensais aujourd'hui qu'à l'époque où j'étais à Londres, Harry entrait à l'école et un jour, il était dans une cour d'école, il avait, je sais pas moi, 6 ans, et il avait fait pipi contre un arbre, contre un tronc d'arbre. Et il y avait un photographe, évidemment, qui a pris la photo. Le photographe a fait fortune en vendant cette photo. Et toute personne qui voit Harry aujourd'hui, qui était en Angleterre à cette époque-là, se souvient de ce petit garçon pris en photo de dos. Faisant pipi. C'est normal, on fait pipi, on a 6 ans, on est dans la cour de l'école, on n'a pas envie de rentrer. Et hier, ou il y a 2 jours, il y avait son frère William avec son épouse Kate qui amenaient leurs 3 enfants pour le premier jour pour la rentrée des classes. Alors les 3 enfants étaient nickel, coiffés, bien habillés, machin. Et il les amenait à l'école. C'est ça la famille royale. C'est des cousins que vous voyez évoluer tous les jours à la télé, dans les journaux. Vous les avez connus petits, vous voyez leur première petite copine, vous les voyez parce que les photographes sont là, leur première cuite, vous les voyez évoluer, grandir. C'est des membres de votre famille quasiment. Alors Guylaine Ottenheimer. Nous qui vivons en République maintenant quand même depuis un certain temps, c'est la façon dont les citoyens ont besoin quand même d'une incarnation de la nation qui soit permanente et comme vous disiez, qui soit transcendée par ça, par la nation, par le pays. Voilà. En fait. Et les gens se reconnaissent là-dedans.
Bon, moi, je suis pas forcément hypersensible, mais je vois la ferveur que ça suscite. Que ça suscite. Je vois ce qui manque en France. Je vois en creux ce qui manque en France. Le côté où tout le monde se rassemble en dehors des politiques aériennes. Il n'y a pas une personne en France qui peut rassembler tout le monde. Alors que la reine d'Angleterre, vous allez avoir tout le monde à côté qui va se parler, qui va assister aux cérémonies, et qui soit Tories ou Labour. Et je veux dire, voilà, il y a quelque chose qui est au-dessus du système politique. Effectivement, ça fait partie de la constitution non écrite britannique et de l'esprit de cette constitution, avec des constitutionnalistes anglais, Walter Bagehot notamment, qui théorisaient ça en disant ce que vous disiez, Guylaine. Il y a le dignified, enfin la dignité, celui qui a vocation dans le système à incarner la dignité, celui qui a vocation à être dans l'efficacité. Et effectivement, la reine Elisabeth n'était pas dans l'efficacité, n'avait aucun rôle au quotidien, si ce n'est des obligations protocolaires, mais aucun rôle de décision politique à proprement parler. En revanche, elle a magnifiquement incarné cette dignité et tout système politique. Je suis d'accord avec vous, et ça manque probablement dans des démocraties qui sont beaucoup plus inscrites dans le temps court, alors que la monarchie, c'est le temps long, justement, la permanence à travers le temps. Elle a su incroyablement incarner ça. Tout en n'étant jamais à la mode, parce que c'est ce qu'elle disait, il ne faut jamais être à la mode, parce que ça se démode. Je crois que c'est la dignité et l'amour. Enfin, si on veut utiliser un terme assez fort, c'est finalement, c'est un régime qui est fondé sur l'amour. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une monarchie... Le respect, peut-être. Non, sur l'amour. Là, je pense que c'est vraiment les gens... Il y a un amour sincère. D'ailleurs, la monarchie tombe quand il n'y a plus cet amour. Hein. Les monarchies se sont écroulées lorsqu'il n'y a plus cette relation de confiance et d'affection entre le peuple et le roi. Esther Lenman, une page se tourne, c'est indéniable. La reine avait 96 ans. Là, l'Angleterre... Même les reines meurent. Oui, même les reines. Et les grandes reines meurent. Oui. Après, on peut dire qu'elles sont éternelles, mais l'Angleterre rentre dans une nouvelle ère, pour le coup. De plein de points de vue. Ils ont une nouvelle première ministre, ils sont dans une période de turbulence à la fois économique et politique, et ils ont un nouveau souverain, et on ne sait pas comment Charles va s'en sortir, parce qu'il a des tas de qualités, Est-ce qu'il arrivera à trouver sa place? Parce que c'est des chaussures difficiles à remplir. Hein. Elle lui laisse une place... pas simple de prendre la succession de quelqu'un qui a aussi bien réussi son rôle. Et en même temps, on peut espérer qu'elle l'a formé, qu'elle lui a parlé tout au long de ces années de sa fonction. Il a mûri et il occupait quand même un certain nombre de tâches qu'elle lui avait déléguées parce qu'elle n'avait plus la force de les... Bien sûr. Et puis elle l'avait lancé. Le nombre de représentations, de voyages qu'il a fait en son nom, il est rodé, si je puis dire. Alors maintenant, la vraie question, c'est que ce qui est formidable chez la reine, c'est qu'elle n'a pas fait beaucoup de gaffes dans sa vie. Je crois qu'on lui connaît. Elle a peut-être fait des petites erreurs d'appréciation avec Diana, mais elle n'a jamais fait de gaffes. Et le prince Charles, lui, il peut faire... Enfin, le roi Charles, il peut faire des gaffes. Roi, on ne sait pas encore qui ça femme sera un atout pour lui quand même. Absolument. Vraiment dans la... Esther Lenman. Une dernière question. Une dernière question. Le principe dynastique auquel on est dont on est complètement coupé, auquel on est complètement étranger, c'est-à-dire que parce que vous êtes le fils de votre mère ou de votre père, vous avez une place qui vous est attribuée par le système. Allez, on fait une pause. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline. On se retrouve dans un instant à 20h avec Hélène Zellani. On reviendra bien sûr sur l'information de la soirée, la mort d'Elisabeth II à l'âge de 96 ans. À tout de suite sur Europe 1. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Within the past few minutes, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Who could have imagined that people would one day be watching this on laptops and mobile phones?
When I was 21, I pledged my life to the service of our people, and I asked for God's help to make good that vow. I think that the main lesson that we've learned is that tolerance is the one essential ingredient of any happy marriage. It may not be quite so important when things are going well, but it is absolutely vital when things get difficult. The concept, so simply described by Abraham Lincoln as government by the people, of the people, for the people, is fundamental to our two nations. "1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis." What I say to you now, as your Queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. Together we are tackling this disease, and I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. You would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here.